Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier très sincèrement de l'honneur que vous me faites à mon personne de venir m'interviewer pour que j'échange avec vous les questions créées d'actualité. Maintenant, quand j'ai fini de le dire, je dirais tout de go. Ça fait très mal. Ça fait très mal de voir un éminent camarade être écarté de la compétition de manière par la voie juridique, disons-le ainsi. Et on ne remplace pas un Hervé Emmanuel Ngom, on ne remplace pas. On va beau prendre quelqu'un d'autre, mais on ne remplace pas. Mais maintenant, pour aller au fond du sujet, je fais partie de ceux qui estimaient qu'il aurait fallu à un moment donné qu'on crée tout un ministère dédié à la diaspora. Je fais partie de ceux qui pensaient qu'il fallait qu'il y ait un quota réservé aux élus à la Chambre basse du Parlement concernant nos frères et nos sœurs de la diaspora. Quand j'ai fini de le dire, c'est pour embrayer sur le thème de la binationalité ou la triple nationalité, appelons ça comme on veut, pour dire que non, ceux des nôtres, pour des raisons quelconques, ont pris une autre nationalité, ont aussi le sang en commun avec nous, ont la terre-mère en commun avec nous. Et il est donc temps, avec le cas Hervé Emmanuel Ngom, qui rentre là, par la grande porte de l'histoire de notre pays, de réfléchir dessus et d'accorder un regard particulier à nos sœurs et à nos frères qui ont cette double, cette triple, cette quadruple, appelons ça comme on veut, qui ont plusieurs nationalités au vu des raisons que les ont poussées à avoir cette nationalité-là. En clair, je suis partant pour que Hervé Emmanuel Ngom, et au-delà d'Hervé Emmanuel Ngom, tous ceux-là qui sont comme lui aient le droit de postuler à des postes, permettez-moi la tautologie, pour qu'eux aussi servent leur pays comme ils le veulent, comme il se doit. Il faut d'abord dire que dès l'entame de la convocation du corps électoral par le président de la République, le président national, après, a signé 2 circulaires portant organisation de comment est-ce que le RDPC allait se déployer sur le terrain pour les législatives et pour les municipales. Et après, le secrétaire général du comité central a embrayé avec d'autres circulaires qui organisaient au niveau central, au niveau régional, au niveau départemental et au niveau communal les procédures d'investiture de nos différents candidats. Quand cette phase est passée, nous sommes aujourd'hui à la phase du contentieux préélectoral. Et au finish, on aura les listes définitives du RDPC qui iront en compétition. Comment est-ce que le RDPC se prépare? Le RDPC a commencé à se préparer depuis. Vous savez, nous on suit le calendrier politique, le calendrier administratif du pays. Et nous savions qu'il y aurait une élection en février 2020. Donc nous sommes préparés depuis. Au niveau de la session voulue de, nous avons d'abord une réunion que nous organisons après-demain, les 3 présidents de section, avec toutes les forces vives, toutes les élites, tout ce qui est RDPC, sympathisants, amis, au niveau du RDPC, à Douala 2e, et au niveau départemental, la même réunion suivra quelques jours après par le camarade Kindi, et au niveau régional par le camarade Laurent Esso. Le RDPC prépare donc sa campagne, et n'oubliez pas que de manière classique, il y a la campagne qui est faite au niveau central par le parti, et maintenant chaque candidat, puisqu'il s'agit d'une élection locale, chaque candidat à son niveau prépare sa campagne. Moi par exemple, candidat au municipal, dans la liste conduite par la flamboyante Denis Fambou, j'ai commencé à rencontrer des jeunes, associations, groupes culturels, sportifs. Je suis invité comme ça à plusieurs matchs de gala de fin d'année, dans les stations de retrouvailles, dans les colloques, dans les séminaires, comme ça pour essayer de parler aux jeunes, essayer de passer le message du RDPC et organiser ci et là, vous savez c'est le moment de fête, organiser ci et là les arbres de Noël pour offrir à nos frères, à nos sœurs qui n'ont pas la même chance sociale comme nous d'avoir le sourire lors de cette fête. Donc le RDPC est dans la mouvance comme tous les autres partis, mais nous particulièrement, nous savions que cette élection arrive et nous nous sommes préparés. Et à partir de la date officielle de début de la campagne, qui est le 25, vous verrez vraiment le déploiement sur le terrain, la force qu'est le RDPC quand il se met en route pour conquérir les sièges. C'est vrai que c'était 500
un article proposé, disons, une loi, on appelle projet de loi proposé, comme ça déposé au niveau de l'Assemblée nationale. C'est vrai que la seule loi qui a beaucoup fait couler d'encre de salive, c'est la 246, qui parle justement de la désignation du futur maire des 14 grandes villes qui composent les 360 communes d'arrondissement de Douala du Cameroun. J'ai retenu que c'est une avancée. J'ai retenu que le gouvernement de la République a décidé enfin d'accélérer le processus de décentralisation. Et je vois là un transfert intégral de compétences, un transfert adéquat de finances et une autonomie qui ira vers les collectivités territoriales. C'est-à-dire les mairies auront comme ça plus de pouvoir, plus d'entre-gens, plus de visibilité à gérer les populations de leur propre commune. Il s'agit quand même de 15% du transfert du budget de l'État. Quand on parle de 4 000 milliards de francs CFA, 15%, c'est quelque chose. En plus des taxes communales, des taxes locales que les communes gèrent, il a dit bon. Maintenant, je viens sur le cas du futur maire de la ville qui sera désormais élu par les populations via les conseils municipaux. Il ne sera plus désigné ou alors nommé par le président de la République. C'est une énorme avancée. Et nous voyons là que la décentralisation, si elle avait eu effet depuis 1996 qu'on l'a quand même voté, on serait aujourd'hui à moins de morts dans le Nozo, on serait aujourd'hui à moins de pleurs, on aurait quand même un pays, je crois, plus développé parce que les populations elles-mêmes allaient prendre à bras le corps leur développement. En ce qui me concerne, ce code général de la décentralisation est une avancée notoire, c'est le fait marquant de l'année 2019. En ce qui me concerne vraiment, c'est du bon. Et que la volonté qui a été mise en place par les députés, par le gouvernement, soit aujourd'hui transmise vers les populations qui éliront le 9 février leurs représentants, qui eux auront cette lourde charge d'être les premiers conseillers municipaux à mettre en place effectivement cette décentralisation. Vraiment, Calvin que pourra, c'est du pain béni pour les populations et que cela se passe très bien à partir de février 2020. Vous savez d'abord qu'avant le référendum, le nord, la région anglophone avait son statut particulier, la région occidentale, disons, avait son statut particulier. Ils avaient leur manière directe de gérer leurs affaires qu'on appelle l'Indare Rule. Lors du référendum, quand il a fallu que les deux entités cohabitent, nous avons absorbé, et nous avons absorbé de la meilleure manière. Il faut d'abord reconnaître notre tort. Nous, les francophones, avons cru que ce pays nous appartenait à nous tous, en oubliant les anglophones. On avait et les fonctionnaires qui partaient travailler dans la zone anglophone, qui ne parlaient que le français. C'était aux populations anglophones de se débrouiller à comprendre le français. Il y a eu beaucoup de choses qui font en sorte qu'il fallait vraiment rétablir les équilibres. Aujourd'hui, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest auront leur statut particulier. C'est quoi un statut particulier? Un statut particulier signifie qu'on revient à la table de négociation comme avant 1961. C'est-à-dire ils auront leur manière directe de gérer. Ils auront un gouvernement local, ils auront une économie locale, ils auront un remboursement intégral de toutes les entreprises qui ont perdu de l'argent au cours de cette guerre. On parle quand même de 3 500 milliards de francs CFA à avoir pour reconstruire cette zone. On parle du recrutement de 700 interprètes traducteurs pour transformer dans les actes de parité égale le français et l'anglais dans tous les actes administratifs. On parle d'une naissance claire d'une common law, une chambre de common law à l'ENAM et tout. Donc vous voyez donc qu'il va falloir revenir à des fondamentaux de l'avant-référendum. Ça veut tout simplement dire que les populations du Nord et Sud-Ouest n'auront plus à appeler à Yaoundé pour qu'on arrange un trou dans la route qui va de Benguis à Santa, où il faut aller à Yaoundé, attendre que Yaoundé envoie le budget 7 mois plus tard, quand la salle de classe du lycée de Kumba est peut-être effondrée au cours d'une tornade. Non, c'est un ajustement des choses, c'est un rééquilibre. Il va falloir vraiment remettre ça en place. Maintenant, je termine par ce qui a aussi fait couler beaucoup d'encre, l'autochtonie et l'allogénie. Non, c'est une injustice qui a été réparée. Moi, par exemple, je suis Betty, né à Douala, Gandhi à Douala, j'ai fait toutes mes classes politiques à Douala. Cette loi me condamne parce que je ne pourrais pas être maire de Douala un jour, mais je l'accepte parce que j'estime que les autochtones, ceux qui nous ont accueillis
quand nous sommes arrivés ici, doivent être les premiers à diriger leur ville. Et à cela, ils seront appuyés par les autres qui sont avec eux. C'est pour ça qu'on a dit au niveau du maire de la ville, les adjoints seront les représentants des autres communautés. Cela a toujours été ainsi, c'est juste le mode de désignation, ce n'est plus la nomination, c'est maintenant une élection. Donc, vous voyez, on est en train de rééquilibrer les écarts et l'État est en train de réparer une injustice. C'est une avancée. Les Camerounais, quel que soit, doivent accepter cela et attendre que dans les années à venir, peut-être on aura un Zang, maire de Garoua, ou un Kamto, maire de Yaoundé, ou un Atangana, maire de Bafoussam, ça viendra un jour, mais pour le moment, faisons d'abord comme il est et acceptons de corriger les erreurs pour que plus tard cela soit parfait.